Aujourd'hui, avec Jackson, on est ravi d'accueillir un joueur que je respecte énormément, autant pour son parcours que pour la façon dont il construit son jeu et sa carrière. Johan Grandvorka, salut. Bonjour. En tant que joueur pro, je sais que ça représente ce que ça représente d'avancer et de se remettre en question et de viser haut. Et ce qu'on apprécie vraiment chez toi, c'est que tu as une volonté d'aller plus loin dans l'entraînement mental. Mhm. Et la manière que tu te prépares pour te connaître toi en tant que humain et en tant que joueur, et pour mieux performer de façon vraiment la plus complète possible. Mhm. Et pour Jackson, qui accompagne les athlètes dans le développement de leurs compétences mentales, c'est inspirant aussi de voir et d'assumer, enfin comment les joueurs ils assument pleinement cette démarche-là dans l'entraînement mental. Enfin bref, pour nous deux, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, Johan. Et donc merci beaucoup d'être là. I love my grind. I free my mind. It's time to shine. I'm on my climb. I love my grind. I free my mind. Et pour commencer, on va revenir un peu au point de départ. Dans tes premières années de basket, enfant, ado, quel était ton mindset, ta motivation, ton engagement, Mhm. et surtout à quel moment tu t'es dit, OK, j'ai envie d'aller plus loin. Bah déjà, merci de m'accueillir. Et ensuite, c'est aussi, enfin pour moi, c'est un plaisir aussi, d'autant plus parce qu'on s'est entraîné ensemble cet été, les étés précédents, et qu'on a pu vraiment aborder ce type de sujet-là, tu vois. Et que enfin pour moi, c'est très important de pouvoir partager avec toi, mais aussi du coup pour pouvoir partager sur une autre plateforme un peu tout ce dont on a parlé. Et ouais, moi, un truc qui est important, c'est que je fais pas ça uniquement que pour le basket, mais que je vois le basket comme une opportunité pour moi d'apprendre à voir qui je suis et à vraiment bien vivre ma vie. Et du coup, le résultat, c'est que je vais être plus performant sur le terrain. Mais du coup, ouais, moi, j'ai commencé le basket en Suisse, à Morges. Je jouais vraiment pour être avec mes potes à la base, tu vois, et puis aussi parce que je trouvais ça stylé. Je voyais Kobe Bryant à la télé, je voulais être pareil, donc c'était vraiment un peu ce truc-là qui m'a fait commencer. Et ensuite, il s'est avéré que j'avais des capacités, donc ça a commencé à être un peu plus compétitif. C'est là que j'ai eu des appels pour aller en France. Euh, j'ai tout de suite, c'est à partir de ce moment-là où ce que je suis parti en France dans un milieu beaucoup plus compétitif qu'il a fallu, je pense, commencer à se poser des questions sur le mental parce que avec la compétition, avec la pression viennent aussi les blocages qu'on se met à nous-mêmes, je pense. Et ouais, après. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir mes premiers freins, entre guillemets, et que j'ai commencé à me poser les premières questions, mais c'est pas du tout à ce moment-là que j'ai commencé à trouver les premières réponses. Donc ça a été un long processus, mais ouais, je pense qu'à partir de 16-17 ans, c'est là que la question du mental a commencé à entrer en compte. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit au tout début, c'est que tu t'intéresses au mental, à l'entraînement mental, pas seulement pour ton identité de joueur, mais c'est aussi et surtout pour ton identité en tant qu'être humain, Mhm. parce que tu as compris que si tu es bien dans ta vie perso, forcément, ça va découler sur tes performances sur le terrain. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, Et enfin, cette tu sais, approche, elle est bien. perso- personnellement, je sais que, enfin, moi, ça fait un moment que je travaille avec un psychologue du sport, tu vois, et puis on a pas mal discuté, et j'ai un profil plutôt de type un peu anxieux, à être, enfin, ça vient avec le fait que, par exemple, je suis très discipliné, que je vais organiser mon travail de telle ou telle façon, que tout est assez bien contrôlé, mais du coup, ce qui découle, c'est que, bah, ça gamberge assez continuellement dans ma tête, tu vois, et puis, le fait de prendre conscience de ça m'a permis ouais, de changer de perspective par rapport à ce que je vois sur comment je vis ma carrière et comment ça m'impacte en tant qu'être humain. Et du coup, en fait, ce truc d'être dans le contrôle, de vouloir faire les choses bien, etc., garder ce qu'il y a de positif, mais m'enlever aussi ce qui me pose problème, c'est-à-dire il faut à tout prix que je performe, il faut à tout prix que j'atteigne telle ou telle chose. Et en fait, maintenant, je vois le basket plus comme un outil pour moi qui me permet de grandir, de continuer à avancer que comme moi qui travaille au service d'une quête, tu vois. Et en fait, eh ben, depuis que je suis dans ce sens-là, bizarrement, ou plutôt normalement, les résultats vont mieux, parce qu'en fait, je m'occupe que du seul levier qui rentre en compte dans ma performance, c'est-à-dire à quel point moi je suis bon et à quel point moi je me sens bien sur le terrain.
Mais c'est un peu comme Graham Betchart, le coach en compétences mentales qui travaille avec la NBA, avec qui on a fait un podcast il y a quelques jours. Il disait, on est des êtres humains, alors toi et moi, on est des êtres humains qui choisissons de faire du basket. Mhm. On choisit de faire du basket. Ouais. Et du coup, on prend, toi, en tout cas, ce que tu es en train de dire, c'est que tu prends le basket comme moyen de, de, de t'épanouir et de comprendre aussi ce qui se passe un peu dans ta tête, mais en tant qu'être humain, avant tout. Et pas que pour le basket, parce que le, il y a un lien très fort entre ce qu'on vit personnellement dans la vie de tous les jours Mhm. et sur le terrain. Sur le terrain, c'est nos entraînements et c'est 40 minutes pour le match, Ouais. mais c'est pas que ça, en fait. Oui, c'est ça. Si Ouais, si on exact. est Et bien puis, mentalement, ça va transférer sur le terrain. ouais, exactement. Et aussi, j'ai l'impression que tu vois, moi, dans ce cursus, dans ce travail sur le mental, et ben en fait, j'ai compris qu'il y a certains fonctionnements que j'ai dans la vie de tous les jours qui me pénalisent du coup dans la vie de tous les jours parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne alors qu'en fait, c'est pas forcément utile. Et puis en fait, je les retransmets sur le terrain, tu vois. Et tous ces fonctionnements, enfin, toutes les habitudes qu'on a, entre guillemets, qui ont tendance à impacter notre vie quotidienne, c'est aussi celles qui impactent notre vie sur le terrain, même si c'est certainement un peu amplifié parce qu'il y a la pression, il y a les attentes, il y a le résultat, etc. Mais en fait, pour pouvoir performer et puis pour pouvoir avoir une vie qui est intéressante, bah, c'est le même axe et c'est la même chose, je pense, qui est importante à. Enfin, c'est les mêmes leviers qui sont importants à trouver. Donc, en fait, pour être bon sur le terrain, il faut aussi trouver les façons d'être bon dans la vie, entre guillemets, tu vois. Et toi, tu disais qu'il y a des choses que tu fais dans la vie quotidienne Ouais, que tu te voyais faire la même chose sur le terrain. Est-ce que tu as des exemples un peu ouais, ouais. qu'on peut comprendre? Oui, oui, carrément. Tu vois, typiquement, bah, je parlais du fait que j'avais tendance à vouloir un peu tout contrôler, que je voulais que le résultat il soit bien, tu vois. Ben, je pense quand j'avais 17 ans avec ma première copine et tout, ben, les premiers rendez-vous, quand il y avait un peu cette montée de stress de oula, il faut que ça se passe bien parce que j'ai envie que ça se passe bien, etc. Ben, j'étais très crispé, tu vois. Même physiquement, même dans ma répartie, dans ce que je disais, c'était compliqué parce qu'en fait, je voulais être sûr que ça allait être parfait. Je me laissais pas le droit à l'erreur. Et puis en fait, ben, tu vois les mêmes choses quand tu rentres sur le terrain de basket. Ton corps, il est crispé. Tu es là, oh mon Dieu, il faut pas que je rate ce tir parce que sinon, ça va être une catastrophe. Alors qu'en fait, si justement, eh ben, tu es moins dans ce contrôle, que tu es plus avec le flow, que tu es plus à vivre le moment pleinement, ben, aussi bien avec ma copine quand j'avais 17 ans que sur le terrain, ben, tu réagis juste, tu donnes juste la bonne réponse à la question de l'instant présent et t'es beaucoup plus optimal que si t'es dans ta tête en train de cogiter sur le fait que, bon, si je dis ça, elle va penser ça, etc. Tu vois. Donc ça, c'est des exemples un peu anodins, mais pour dire que tous ces fonctionnements-là, ben, c'est ceux qu'on retrouve sur le terrain, ouais. Finalement, de ce que je comprends, il faut qu'on apprenne en tant qu'athlète, en tant que joueur, à contrôler ce qu'on peut contrôler, mais Mhm. on peut pas tout contrôler du coup. Bon, je pense déjà qu'il faut qu'on apprenne à se connaître pour savoir. Parce que, par exemple, moi, mes freins, c'est peut-être pas les mêmes que toi. Les mécanismes qui font que j'agis de telle ou telle façon, c'est peut-être pas. Enfin, on n'a pas les mêmes problèmes, donc déjà, par les mêmes freins, et déjà apprendre à connaître quels sont les freins. Et ensuite, un des trucs qui moi, pour moi, m'a bloqué, en l'occurrence, c'est le fait de trop réfléchir. Et ben, c'est justement se vider un peu la tête, baisser le niveau d'importance. On va en parler, mais par exemple, par rapport à la méditation, le fait de justement reconnecter au corps, être un peu moins en train de cogiter constamment, être beaucoup plus enfin, présent à ce qui se passe, être concentré sur ce que la personne te dit pour répondre enfin, pour être dans la discussion et pas simplement pour essayer de se dire, bon, il faut que je réponde ça parce qu'après, elle va penser que je suis quelqu'un de bien, etc. Donc, oui, il y a plusieurs leviers, je pense qu'on va en parler un peu après. Mais je pense déjà savoir quels sont nos principaux freins pour ensuite mettre de la clarté sur comment mieux vivre avec, tu vois. Donc là, tu as parlé de pas mal de choses, de flow, d'être dans le moment présent, de ce que tu viens de dire là maintenant, de méditation. Mhm. Puis moi, j'ai l'impression qu'en tout cas ici en Suisse, en Europe, on est encore dans l'état d'esprit que le mental, c'est quelque chose d'inné. Un peu tu l'as ou tu l'as pas, t'es fort Mhm. mentalement ou tu l'es pas, ah, t'es quelqu'un d'anxieux. Ouais. Puis voilà. Et bah, et du coup,
est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce que ça représente, cet entraînement mental pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner à être dans le moment présent? Qu'est-ce que tu fais quand Ouais, tu as cette crispation qui est là? Puis qu'est-ce que ça implique comme entraînement, comme réel entraînement? ouais bah déjà, en fait, tu vois, de base, il y a la recherche, un peu de comprendre sur quel sujet est-ce que je suis un peu. Enfin, je sais pas, j'ai des blocages ou je suis bizarre ou je fais des trucs qui sont pas optimales. Et moi, en l'occurrence, cette recherche-là, elle m'a permis de voir enfin, d'abord par rapport à la compétition, il y a trois choses. C'est qu'en fait, premièrement, ça me- le fait de trop cogiter, ça me coupait complètement. C'était une distraction, en fait. Le fait de penser, c'était une distraction qui me coupait de ce que j'étais en train de faire. Et en fait, tu vois, moi, j'ai toujours eu cette conception de, ouais, avoir un mental fort, c'est quand je rentre, j'arrive, et dans ma tête, je dis, ouais, je suis le meilleur, j'ai pas peur, etc. Et en fait, quand j'arrivais au match, je commençais à ressentir de la peur. Je disais, ah, mon Dieu, mais attends, comment je fais maintenant? C'est quoi la solution, etc. Et puis, du coup, en fait, en cherchant cette solution, eh ben, il y avait de plus en plus de fragilité et de brouillard mental. Parce que j'avais de plus en plus de trucs qui commençaient à me faire peur, parce que je me disais, bon, maintenant que j'ai pas réussi à faire ce que j'avais dit, il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve un truc, sinon c'est sûr que je vais faire un mauvais match. Et personnellement, la première chose, et qui est vraiment toujours la base hein, pour tous mes matchs depuis, je pense, depuis à peu près un an et demi, 2 ans, que j'ai commencé vraiment à trouver un peu de sérénité, c'est de trouver un moyen d'arrêter de vouloir résoudre à tout prix ce qui se passe dans ma tête. Et c'est complètement lié à l'histoire de la méditation, c'est-à-dire de prendre un peu de distance avec mes pensées. Par exemple, je sais pas, je suis sur le terrain, je rate mon premier tir, je vais sur le banc, et puis j'ai mes pensées qui sont là. Mon Dieu, t'as raté le premier tir, c'est-à-dire tu vas faire un match de merde et tout. Bah en fait, cette pensée, elle est là, et puis voilà. Enfin, c'est comme ça. Je vais pas commencer à chercher à lui répondre et puis à dire non, c'est pas grave, je vais mettre le prochain, etc. Non, bah ok, cool, tu vois. Un peu rien à foutre. Et moi, c'est un peu mon motto, c'est rien à foutre. La plupart du temps, pendant la semaine, j'essaie de travailler un maximum, de faire tout ce que j'ai à faire, de préparer mes trucs. Après, le jour de match, tu sais, c'est juste j'exprime mon identité. Il y a pas de solution à trouver. Aussi, si je pense que je vais faire un match de merde, bah, je me laisse me dire, ok, bah, je vais faire un match de merde. C'est pas grave. Pas grand-chose à chercher l'autre. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment mon levier numéro un. Et c'est aussi lié au levier numéro 2 parce qu'en fait, ce brouillard mental chez moi crée beaucoup de crispation physique. Donc, je suis quelqu'un d'assez athlétique. euh, mais du coup, dans cette situation-là, je vais avoir tendance à être vraiment trop crispé. Pour la fluidité des tirs à 3 points, des lancers francs, de tout ce genre de choses, ben c'est très compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, déjà, il y a cette première étape de rien à foutre. Ensuite, je commence à travailler sur mon jonglage. J'ai des balles de jonglage, je jongle avec. Et c'est quelque chose qui fait que, ben, du coup, tu peux pas vraiment focaliser sur autre chose que les balles de jonglage quand tu es en train de jongler. C'est dur de réfléchir et de se dire, bon, alors je vais faire ci, alors que tu es en train de juste te concentrer sur le fait que la balle, elle tombe pas, tu vois. Donc, je fais mes jonglages avant les matchs et tout. Et puis ensuite, le dernier truc, c'est que je suis quelqu'un, en général, assez suisse, assez poli, assez gentil. Et, et des fois, il m'est souvent arrivé, aussi lié des fois un peu à ces réflexions, lié au manque d'énergie, mais ce qui m'est arrivé, c'est souvent d'avoir de la difficulté d'être agressif et d'être un peu irrespectueux et d'être un peu dur, d'être dans ce cadre-là. Donc, moi, la dernière étape, c'est que j'essaie vraiment d'activer mon intensité mentale. C'est-à-dire que, je sais pas, 20 minutes avant le match, quand je suis à l'échauffement ou ce genre de truc, eh ben, j'essaie vraiment de switcher presque comme sur un alter ego ou quelque chose comme ça, mais vraiment, j'entre dans un personnage un peu comme Kobe, par exemple, il disait avec le Black Mamba, c'est vraiment, bah, maintenant, je vais pas être vulgaire, donc je vais pas dire ce que je dis dans ma tête, mais je commence un peu à insulter tout le monde et je dis, enfin, je m'en fous, je vais faire mon truc et vraiment, j'active cette agressivité. Mais tu vois, pour justement, simplement trouver ces trois leviers qui font que bah, j'arrive au match et puis je suis assez bien, je suis assez agressif, je suis assez relâché. Et ben, il m'a fallu quand même des années pour comprendre et pour pouvoir construire cette pyramide, entre guillemets. Donc, et puis encore des choses qui vont se rajouter parce que j'ai pas fini de m'améliorer. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois la solidité mentale, tu vois.
Ah, magnifique. Et c'est vrai que dans le travail de la méditation, que moi, bah, maintenant, je pratique depuis 14 ans et puis que je partage à l'école puis avec des athlètes, pour moi, c'est ça. La première chose, c'est déjà, mais tu l'as hyper bien dit, c'est de reconnaître ce qui se passe dans ta tête. Mhm. Pour pouvoir trouver comment naviguer là-dedans, passer par-dessus, tu dois voir. Tu dois voir la pensée qui te dit, ah putain, merde, j'ai raté mon shoot, je vais faire un match de merde. Tu dois le voir, tu dois l'accepter, tu dois avoir cette honnêteté de dire que c'est là. Puis Mhm. après, bah, justement, bah, les mantras, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, que moi je pratique. Alors toi, tu as ton Mhm. mantra rien à foutre, mais c'est cool. Mais et de nouveau, et je pense que tu as dit aussi une clé qui est importante, c'est que les pensées, tu peux pas les contrôler, elles vont venir. Par contre, c'est où tu vas porter ton attention. Mhm. Pour moi, toute la base de l'entraînement mental et de la méditation, en fait, c'est un entraînement de l'attention. Et puis, ben, tu fais l'exercice de jonglage justement exactement pour ça. Puis peut-être, ben, en match, quand tu as ces pensées plus négatives qui viennent, est-ce que tu vas shifter ton focus à quelque part de particulier? Est-ce que ben, tu vas te dire rien à foutre, puis après, est-ce que tu te focalises sur, je sais pas, des sensations physiques, ce que tu dois faire sur le terrain, ton énergie? Ouais, bah justement, tu vois, je suis en plein dedans là. C'est qu'en fait, ce qui se passe depuis que je suis là, depuis 2 mois et demi à peu près, c'est que je fais toujours un premier quart-temps ou une première mi-temps très bonne. Et puis après, ça diminue un petit peu parce que je commence à me dire, bon, alors ça, j'ai fait bien. Je commence à retourner dans l'analyse, tu vois. Et en fait, eh ben, parce que justement, je travaille toujours avec mon psychologue du sport, que je remercie d'ailleurs, Julien Fichot-Lefort, si tu nous écoutes, merci. Mais et du coup ouais, en gros, pour la préparation, je suis assez fort et enfin, je suis assez blindé dans le sens où est-ce que tout est enfin, je suis discipliné dans ce que je fais pendant la semaine. Du coup, le jour de match, ça arrive, etc., ça vient. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans le match, quand je commence à faire bien, je me dis, allez, vas-y, maintenant, t'as fait ci, ça, continue. Et puis, il y a un peu ce truc de contrôle qui revient. Mais en fait, maintenant, j'essaie de rester justement vigilant sur cette envie de reprendre le contrôle et de à nouveau lâcher prise. Et puis, c'est pour ça qu'il y a mon motto, c'est quand je vois ça, au lieu de commencer à me dire, bon, comme j'ai fait ça, il faut que je fasse ça et que du coup, je vais faire ça, je dis, ok, rien à foutre, continue à être agressif et puis on va voir ce qui se Mhm. passe, tu vois. Mhm. Et vraiment, essayer de shifter sur le fait de me, comment dire, de me décentrer de toutes mes pensées qui pourraient venir parasiter ma performance. Mhm. Et c'est ça que j'ai l'impression de comprendre de plus en plus en ce moment, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'ajouter énormément de choses pour être bien. On a surtout besoin d'enlever certains freins, certains parasites qui viennent nous empêcher de performer à la hauteur de notre identité, tu vois. Mhm. Donc moi, c'est vraiment un peu le truc où est-ce que j'essaie de rester vigilant, de pas commencer à trop vouloir reprendre le contrôle. Mais il n'y a pas de shift particulier hormis ça, Mhm. ouais. Ok. Et puis, peut-être si on revient encore dans les débuts, parce que de 15 à 19 ans, tu étais en France, Ouais, c'est ça, Nancy? Et ben, peut-être même avant, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ça, qui ont un peu planté la graine de faire attention à tout ça? Au niveau mental, t'en étais où à ce niveau-là quand tu étais jeune? ouais, ben, moi je pense que j'étais un peu victime, entre guillemets, de, des mauvaises informations, tu vois, parce que du coup, justement, quand je suis parti en France, à 16 ans, j'ai senti le poids de la pression, le poids de mes propres attentes, le poids de la compétition, justement, qui était simplement plus élevé. Et puis, il y avait des matchs où j'étais très bon, je savais pas pourquoi, et des matchs où j'étais très mauvais, je savais pas pourquoi. Du coup, j'ai commencé un peu à regarder sur Instagram, regarder des trucs par-ci, par-là, tu vois. Et puis, en fait, le problème, c'est que justement dans cette optique de rechercher de la clarté mentale, quand on te donne sur Instagram trois clés sur comment te sentir bien en match, et puis après, du coup, tu arrives en match, et puis tu es là, dedans faut que je fasse ces trois clés, machin. En fait, c'est tout l'inverse de la clarté mentale. Et moi, enfin, tu vois, ça m'a longtemps bloqué parce qu'en fait, dans cette réflexion de bon, il faut absolument que je mette ça en place, comme ça, bah, je vais être bon le jour du match, et que ça marche pas, bah, du coup, le truc, c'est que tu vas pas dire bon, non, tranquille, j'arrête, et puis je vais dans une autre démarche. Tu continues à rechercher toujours plus de solutions un peu de dernière minute, tu vois. Et moi, ben, j'ai l'impression que plus j'ai avancé, plus du coup, je me suis un peu engouffré. Et le moment où est-ce que je fais ma meilleure saison, c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, je vais jamais y arriver, donc on s'en fout, tu vois. Vas-y, joue juste. Et puis là, tout d'un coup, je commence à bien jouer et je me dis, ah, trop cool. Mais après, au bout de 5 mois,
Je me dis, mais comment est-ce que je peux continuer à optimiser ça? Donc, je recherche des trucs et ça redescend, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un peu ce côté piégeux dans le travail du mental. C'est qu'on pense qu'une fois qu'on a la clé, eh ben, c'est bon. Alors qu'en fait, c'est un truc continuel sur le fait de voir comment on fonctionne, de continuer un peu à rester discipliné dans la méditation, même si en fait, des fois, dans la méditation, le problème, c'est qu'on se dit, je vais méditer pour me calmer, et puis après, enfin, tu sais, ça fait un peu un effet contre-intuitif. Mais c'est pour ça, ouais, je trouve que c'est aussi, je trouve ça passionnant, mais il y a beaucoup de trucs qui sont là, juste des fois, tu te dis, mais c'est interminable, ça me piège tout le temps, cette histoire. Donc, ouais. Voilà un peu mon parcours en jeune. C'était souvent pas forcément super facile parce que la plupart du temps, quand je performais, c'est quand j'avais plus vraiment d'espoir ni d'attente. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, Johan, c'est que moi, de ce que j'ai compris aussi de mon expérience, Ouais. c'est qu'en tant que basketteur et en tant qu'athlète, il faut qu'on apprenne régulièrement à sauter de l'avion sans parachute et de pas savoir où on va tomber. Mhm. C'est ça, en fait, ce que j'ai compris. La difficulté, c'est que souvent, on doit sauter de l'avion et on ne sait pas si on va retomber. Où est-ce qu'on va Ouais. retomber, si on va même survivre. Et en fait, Ouais. c'est à ce moment-là où on doit apprendre à lâcher prise. Et Mhm. c'est ce moment-là qu'on performe le mieux. Ouais, bah, mais grave. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, l'image de l'avion, c'est un peu ce que notre mental, il se raconte, c'est qu'on va sauter et il y aura rien. Alors qu'en fait, justement, au moment où tu acceptes de sauter, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un peu ta vraie intelligence, tes vraies capacités. Genre, tous tes réflexes, toutes tes intuitions, tes trucs qui vont justement pouvoir s'exprimer, tu vois. Et nous, ben, comment on fonctionne avec l'impression de contrôle, l'impression que c'est nous qui faisons certaines choses, etc., ben, on a l'impression qu'on va sauter d'un avion. Alors qu'en fait, on va juste laisser une autre partie de nous prendre le relais, qui la plupart du temps, sait beaucoup mieux comment faire les choses, tu sais. Et ça, Oui, je trouve ça assez fou. Et on revient souvent à ce petit personnage là dans notre mental qui a peur de lâcher. Et puis en fait, à chaque fois qu'on lâche, ça se passe bien. Mais on revient quand même à oh, j'ai quand même peur de lâcher. Tu sais. Et cette méditation, c'est ça qui je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on lâche de plus en plus souvent, on lâche de mieux en mieux et on voit qu'à chaque fois, ça se passe bien. Enfin, c'est possible que ça se passe pas bien, mais dans le sens où on a toujours accès à nos capacités, on a toujours accès à la plupart de nos intuitions. Et c'est comme quand on discute avec des bons potes, tu vois. Des fois, tu as une répartie de fou parce que tu es pleinement dans la discussion. Et dès que tu commences à, je sais pas, tu as un entretien d'embauche ou bien il y a de la pression, tu veux essayer de contrôler ton truc, bah, tu te dis non, je vais essayer de faire les choses bien avec des petites capacités de réflexion. Alors qu'en fait, bah, si tu es juste toi-même et puis que tu t'interagis à 100%, tu es pleinement présent à cette situation, tu as accès à plein d'autres choses qu'on ne s'explique pas vraiment. Mais en fait, il y a toute une intelligence derrière, tu vois. L'erreur qu'on peut faire en tant qu'athlète, et je remarque ça beaucoup chez les jeunes, c'est que lorsqu'on lâche prise et qu'on se dit, ah, mais quand j'ai lâché prise avant, ça a marché, du coup là, je vais relâcher prise. Et lorsque ça marche pas, lorsque j'ai lâché prise sur ce match et j'ai fait un match de M, j'ai marqué 0 points, j'ai pas pris de rebond, j'ai rien fait. Mhm. Là, on commence à douter. On commence à remettre en question ce qu'on est en train de faire. Ouais, On est en train de dire, mais Mhm. du coup, j'ai lâché prise, ça s'est mal passé, donc ça marche pas. Donc ouais, c'est pas ça qu'on va faire. Je dois reprendre le contrôle. Et c'est là Mhm. l'erreur. C'est ouais, là où ouais, c'est vrai. on se remet en Mais question le truc, c'est que, complètement. tu sais, genre, en mode, si tu lâches prise dans un objectif de résultat, Mhm. ça veut dire que tu n'as pas lâché prise, en fait. C'est Ça ça. veut dire que tu as forcé ton lâcher C'est prise, ça. tu t'es dit, bon, maintenant, lâcher prise, ça va me faire réussir. Ben, en fait, non, c'est même des fois, nous, on connaît un peu les concepts, les principes, mais comme on les comprend mal ou sur un instant, on se fait piéger par notre mental ou je sais pas quoi, et ben, après, on remet tout en cause. Mais justement, dans l'histoire de lâcher prise pour faire un bon match, ou dans mon cas, d'en avoir rien à foutre pour faire une belle performance, parce que quand je suis plus relâché, et ben, ça marche mieux. Mais en fait, on se ment à nous-mêmes, c'est-à-dire que ça reste très important et qu'on n'est pas du tout dans le lâcher prise, on n'est pas du tout dans rien à foutre. On est dans d'une espèce de tricherie pour atteindre nos objectifs, mais réussir à se détacher fondamentalement de cet objectif et puis de voir qu'en fait, moi, j'ai un peu un amour inconditionnel pour moi-même, peu importe si je mets mon tir ou pas, et que je vais essayer d'exprimer mon identité sur le terrain, bah, c'est là que vraiment il y a un vrai lâcher-prise parce que tu fais un bon match, un mauvais match, il n'y a pas 36 000 remises en question.
Ouais, j'en avais véritablement rien à foutre et je m'exprime. Donc c'est là qu'il y a un peu un piège des fois. Et pareil avec la méditation, c'est quand on médite pour se calmer, bah c'est un contresens parce qu'en fait, si tu fais ça pour te calmer, c'est que t'es pas du tout dans le lâcher prise. Mais réussir à se détacher fondamentalement de cet objectif et puis de voir qu'en fait, moi, j'ai un peu un amour inconditionnel pour moi-même, peu importe si je mets mon tir ou pas, et que je vais essayer d'exprimer mon identité sur le terrain, bah, c'est là que vraiment il y a un vrai lâcher prise parce que tu fais un bon match, un mauvais match, il n'y a pas 36 000 remises en question. Ouais, j'en avais véritablement rien à foutre et je m'exprime. Donc c'est là qu'il y a un peu un piège des fois. Et pareil avec la méditation, c'est quand on médite pour se calmer, bah, c'est un contresens parce qu'en fait, si tu fais ça pour te calmer, c'est que t'es pas du tout dans le lâcher prise. Mais ça, enfin, c'est ça aussi que je trouve assez incroyable, c'est que chaque fois on tombe dans ces petits pièges-là et puis c'est pas simple, mais ouais. Et l'amour inconditionnel pour toi-même, c'est quelque chose qui t'est venu comment? C'est quelque chose on t'a inculqué ou c'est quelque chose que tu as découvert toi-même en tant que personne et du coup sur le terrain? Bah, Parce en que tu as fait, dit quelque chose hyper important, c'est que j'ai de l'amour inconditionnel pour moi-même, donc ouais, peu importe que je rate ou que je marque, je vais m'aimer. Et ça, c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, toi, ouais. comment ça t'est venu? Bah, ça c'est pas quelque chose enfin, comment dire, c'est pas quelque chose que j'ai acquis ou que j'ai tout le temps, mais en fait, c'est un résultat. C'est que si véritablement, sans mentir, bah, en fait, le résultat, il compte pas tant que ça. Et que moi, que je fasse 2 points ou 25, bah, c'est pas la fin du monde. Bah, au final, ça va pas changer mon rapport à moi-même. Et du coup, si ça change pas mon rapport à moi-même, en fait, l'amour que j'ai pour qui je suis, c'est pas du tout lié à ce match-là, tu vois. Ou c'est même pas lié à ma carrière, c'est même pas lié à machin. Et en fait, ça te sort d'une situation à ce que, genre, t'es un peu en mode, bon, maintenant, ce match-là, si je veux pouvoir vivre une vie cool, si je veux pouvoir me sentir bien dans ma vie, il faut absolument que je réussisse. Et puis ça crée de la tension, ça crée une recherche de sécurité. Enfin, moi, perso, c'est ce qui m'a toujours empêché de réussir, c'est que je voulais à tout prix faire un bon match pour pouvoir me sentir bien. Et enfin, pour moi, ça a été un gros problème. Alors qu'en fait, si je me sens bien indépendamment du match et que je fais juste ça parce qu'en fait, j'ai envie un peu de créer mon chef-d'œuvre de comment je joue au basket et puis faire mes trucs et puis ensuite m'exprimer sur le terrain, bah, le résultat, c'est que j'ai un amour inconditionnel pour moi que je mette 2 ou 25, tu vois. Et puis, euh, et puis en fait, c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que le basket, ça doit être un outil pour apprendre à vivre, pour apprendre à faire plein de choses, pour continuer à se développer, mais on ne doit pas être, nous, un outil au service du basket. Et c'est ce qu'on nous apprend souvent, tu vois, en centre de formation, c'est que faut faire ci pour avoir ça, pour ensuite avoir une carrière là, machin. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une façon de retourner le truc dans le mauvais sens. C'est d'abord nécessaire de faire ce qu'on a à faire sur le terrain, un peu sans pression, un peu en détente, tu vois, parce qu'on aime faire ce qu'on fait, parce qu'on a travaillé pour ça, parce qu'on exprime le travail qu'on fait, on exprime un peu notre chef-d'œuvre de qu'est-ce qu'on a créé. Et puis après, ça marche pas, c'est pas notre histoire. C'est qu'en fait, ça marche pas. On peut analyser des trucs pour continuer à peaufiner ce chef-d'œuvre-là, mais on peut pas commencer à se dire, ah merde, je fais un mauvais match, j'ai fait 1 sur 10, je me déteste et tout. Si tu regardes souvent les ricains un peu égoïstes dans les équipes, ils font 1 sur 10, ils ont chopé quelques lancers francs, du coup ils ont quelques points, et puis voilà, et puis à la fin du match, ils sont là tranquilles, détente, tu vois. Tandis que nous, on fait pareil, on fait 1 sur 10, il y a les coachs qui nous font 2 3 critiques, là putain, je suis une merde, ma vie c'est de la merde. Mais en vrai, c'est eux qui ont raison, c'est que il n'y a pas de raison de se mettre si mal, alors qu'en fait, ben, à la base, c'est un jeu, tu vois. Donc voilà, toute ton identité ne dépend pas du fait que tu sois basketteur ou pas. Par contre, ton identité peut continuer à se développer grâce à cette activité. Et c'est là qu'il y a un shift. C'est que ton amour inconditionnel, il vient du fait que, bah, en fait, c'est pas le basket qui définit ma valeur. C'est qui je suis au quotidien, c'est l'expression de qui je suis qui définit si je suis quelqu'un de bien. Et en tant que moi-même, si je suis simplement mes valeurs et que j'essaye d'exprimer ce que j'aime bien, il n'y a pas de raison que je trouve pas que je sois quelqu'un de bien, tu vois. Ouais, trop beau, ouais. Trop beau, trop beau. C'est trop Euh, bien. Il y a tellement de sagesse et ouais, d'infos hyper importantes pour ceux qui nous écoutent. Et ouais.
Et moi, je me mets à la place d'un jeune qui a 15 ans, qui nous écoute, Mhm. allez, on disait entre 13 et 18 ans. Et puis, il nous écoute, et puis là, il se dit, mais du coup, je dois lâcher complètement le résultat, je dois lâcher complètement là où je veux aller, et je dois juste être dans mon présent. Mais du coup, comment je fais pour rester motivé si j'ai pas vraiment un but, un objectif? Mhm. Et c'est là où j'essaye de, de partager, c'est qu'en fait, tu dois pas lâcher la vision que tu as, tu dois vraiment avoir une vision claire de qui tu veux être Mhm. en tant que personne, en tant que joueur. Bien sûr, tu as des objectifs précis, tu veux atteindre telle ligue, tel club ou tu veux gagner tel titre. Ça, c'est important de l'avoir toujours en tête. Mais dans le moment présent, quand tu vis, quand tu t'entraînes, quand tu joues, tu dois complètement lâcher ça parce que ça va t'enlever beaucoup de pression. Ça reste en toi, Mhm. tu sais où tu veux aller, il n'y a que toi qui le sais. Mais quand tu vis le moment présent, quand tu vis ta journée, quand tu vis ton match, ton entraînement, tu ne dois pas y penser. Ouais. Tu dois pas y penser. Ça doit pas être le but, le premier but quand tu fais quelque chose. Et c'est là la difficulté, en fait, j'ai l'impression chez les jeunes. C'est Ouais. que naviguer entre ces eaux-là, c'est hyper compliqué au tout début parce qu'on on sait pas. On sait pas sur quel pied jouer et on pense que être fixé sur un objectif, ça va nous faire avancer là où on veut. Alors, ça fait avancer, Mhm. mais jusqu'à où? Et là, je pense que c'est là où ça Ouais. peut être intéressant de. Bah, tu vois, moi je pense qu'un objectif, c'est très intéressant dans le sens où ça te donne la direction que tu veux prendre. Et une fois que tu as la direction, en fait, ben, ça sert à rien de la checker tout le temps. Il faut faire les choses qu'il y a à faire. Et tu vois, par exemple, un exemple tout con, c'est que la semaine passée, je faisais des séries de tirs le jour avant un match et tout. Et puis, je sais plus, je fais genre 50 sur 61. Puis là, ouais, c'est bon. Comme j'ai mis ça, bah, ça veut dire que demain, je vais mettre mes 3 points, je vais être super. Et puis après, j'arrive au match, je commence le match à 0 sur 3. Et puis après, je suis là, putain, mais attends, c'est pas normal. Mais en fait, c'est pas du tout le résultat de mes tirs qui va influencer si je continue à suivre ma direction. C'est le travail que je mets en place, à quel point je suis présent quand je prends mes tirs pour que ensuite, eh ben, je puisse reproduire ça plus tard. Mais enfin, il y a que le fait de, il y a que ce qu'on est en train de faire maintenant qui importe et qui nous amène dans cette direction. Le fait de réfléchir à la direction qui a été orientée par le goal, c'est une distraction, ça ne sert à rien. Et en fait, eh ben, si par exemple, je sais pas, ton objectif à toi, c'est d'aller jouer en Euroleague, et ben en fait, tu l'as noté, voilà, c'est bien, tu le sais. Et ben maintenant, quel est le travail physique nécessaire que je vais devoir mettre en place? Quel est le travail technique que je vais mettre en place? Quel est le travail avec le coach? Quel est le travail mental que je vais devoir mettre en place? Quelles sont les choses tactiques, stratégiques que je dois améliorer? Et ensuite, je crée des goals de processus, tu vois, un peu des. Enfin, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir être meilleur à 3 points? Bah, ok, après, je Un reste. plan. Ouais, un plan. Et puis après, je reste. Après l'entraînement, bah, je fais mes tirs. Mais en fait, c'est pas le fait que je marque mes tirs ou pas, c'est le fait que je sois complètement concentré dans mes tirs qui fait que je vais commencer à avoir plus d'aptitude dans mon tir. Et puis ensuite, en se concentrant sur ces goals de processus, et ben en fait, ça va te rapprocher de ton objectif principal. Mais en fait, se rappeler tous les jours, ouais, je vais aller en Euroleague, ouais, je vais aller en Euroleague, ouais, je vais aller en Euroleague, déjà, ça ne sert à rien. Ensuite, ça te rajoute de la pression parce que tu te dis, bon, je suis encore loin, alors se dire que peut-être il va se passer ci, il va se passer ça. Donc, pour moi, le seul intérêt d'avoir des objectifs, c'est de donner une direction. Mais la direction, elle n'avance pas toute seule. Tu vois, si tu commences pas à marcher dans ce sens-là, ben, tu restes ici et puis c'est beau de le voir. Et moi, ce que j'ai vu souvent, même ce que j'ai un peu ressenti, c'est que quand tu dis, par exemple, moi, quand j'ai fait mes workouts NBA, et ben après, les gens, ils se disaient, ouais, ce mec, il va peut-être aller en NBA et tout, trop stylé. Puis moi-même, j'étais là, ouais, peut-être je vais aller en NBA, trop stylé, machin, truc. Mais en fait, ça te met de la pression parce que tu as un objectif très élevé et tu fais rien de particulier qui t'oriente dans ce sens-là, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, souvent, les jeunes, bah, ils disent, ouais, je vais aller jouer en Liga, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Alors qu'en fait, la seule vraiment chose qui compte, c'est continuer à développer sa capacité individuelle, ses capacités intrinsèques, qui font qu'en fait, au final, je vais être un joueur de qualité. Et qu'est-ce qui arrive aux joueurs de qualité? Ben, ils jouent dans des bons clubs. Peut-être ce ne sera pas exactement le club que j'avais prédit au début parce que mes objectifs, je ne connaissais pas tout à l'époque. Mais voilà, rester concentré sur le process et enfin, une fois qu'on a mis notre objectif et quelle est la direction,
lâcher ça. Complètement. Enfin, parce que ça, c'est un des plus gros freins. C'est ce qui te ramène le plus souvent dans ta tête, c'est de dire, bon, allez, maintenant, je vais aller faire ça, ça, ça. Et puis, en fait, ben, dans le concret, quand tu es en train de tirer tes lancers francs à l'entraînement, typiquement, tu te dis, bon, il faut que je mette 9 sur 10, comme ça, demain au match, ça voudra dire que je vais mettre 9 sur 10. Non, c'est soit complètement présent à tes lancers francs, et puis après, tes capacités, elles vont être meilleures. Et puis après, quand tu seras sur la ligne le match le lendemain, ben, certainement que tu vas marquer, on ne sait pas combien. Mais comme tu as une grande capacité, tu vas certainement marquer. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence, et c'est là où est-ce qu'il faut faire très attention, c'est que des objectifs qui sont trop présents, des goals qui sont trop clairs, ou bien genre des... Je sais pas, même des fois, c'est tes parents qui te disent, ouais, tu peux aller là, tu peux aller faire ci. Bah souvent, soit ça te ralentit, soit ça te dévie un peu de ce que tu voulais vraiment à la base, tu vois. Donc vraiment se concentrer uniquement que sur le travail et le travail bien fait. En fait, la métaphore de sauter dans le vide et de pas savoir où on va atterrir, pour moi, c'est en tant que joueur, c'est de mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, Mhm. c'est que je travaille au quotidien, je fais tout ce que je peux, j'ai un plan, je travaille avec des coachs, des coachs en dehors de mon club, je fais le maximum, je travaille plus que les autres. Je suis présent, je travaille mentalement, physiquement, techniquement. Je mange bien, je dors bien, je fais tout ce que je peux en tant que. Vraiment, je vis comme un joueur pro. Ouais, Je suis ouais. pas encore un joueur pro, mais je vis comme un joueur pro. Mais j'accepte que je sais pas si ça va marcher. Et pour moi, c'est ça. Mhm. Accepter de ne pas savoir si ça va vraiment fonctionner. Ouais. C'est vraiment ça pour moi le cœur du sujet. Et c'est ça, en fait, la métaphore de sauter dans le vide sans savoir on va sauter atterrir. C'est qu'on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut dans notre capacité. Mais il faut accepter à 100% que ça peut ne pas marcher. Et c'est là où la phrase si c'était facile, tout le monde le ferait. Bah, c'est pour Mhm. moi, c'est ça, en fait, ça résume ça. C'est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était juste appliqué et c'est bon, réussi, tout le monde le ferait. Mais c'est pas comme ça le sport de haut niveau, le basket. C'est qu'on Ouais. doit travailler, on doit faire tout ce qu'on peut, mais on doit accepter à 100% que ça ne peut pas marcher. Ouais. On doit accepter à 100% qu'on va pas forcément arriver là où on veut être. Mhm. Mais pour moi, ça vaut toujours le coup. Parce que si vraiment on se donne à fond et qu'on va avec le cœur et qu'on on fait tout ce qu'on peut, même si on réussit pas, ça vaudra le coup. Parce Ouais. on va découvrir d'autres choses. C'est ça, pour moi, l'essence de la vie. Ouais, ouais, bah, et c'est tout à fait lié à ce qu'on disait, c'est que en fait, si tu fais tout ça et qu'au final, eh ben, toi, tu as grandi de cette expérience-là, le reste, ça n'a pas vraiment d'importance, tu vois. Et qu'en fait, si toi, t'as été très discipliné, etc., tu as fait plein de choses, eh ben, en fait, en faisant toutes ces choses-là aussi, tu apprends qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu t'as travaillé avec tu m'as dit préparateurs mentaux, des préparateurs physiques. Maintenant, tu as des connaissances, tu as des capacités qui sont pas les mêmes qu'au début de ton travail. Donc, peu importe que tu sois en Régional 2 ou alors en NBA, en fait, ce processus-là, en lui-même, c'est quelque chose, enfin, c'est un cadeau. Donc, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, juste un truc aussi, c'est que je pense que, là, je pense qu'on a le même type de profil, un peu, genre, très discipliné, bien manger, bien faire ses trucs, bien faire ses exercices, etc. Mais des fois, ce à quoi il faut faire attention, c'est que un perfectionnisme comme ça, et ben, ça a aussi tendance à te dévier de. Enfin, forcément, le jour du match, comme tu as été parfait toute la semaine, il faut que genre, ça paye. Tu sais. Et moi perso, j'ai ressenti ça un peu. Des fois, ça m'a crispé, ça m'a bloqué. Et du coup, bah, j'ai décidé de vivre aussi, de faire attention à ce que je mange, manger bien, tu vois, je fais pas de dinguerie, mais pas non plus être trop rigide. Et puis, si un jour, 2 jours avant le match, je veux manger un burger, bah, je mange un burger. Enfin, en restant dans une logique, pas non plus de devenir obèse et puis de faire des trucs nuls, tu vois, mais et puis pas trop non plus vouloir à tout prix, tu sais. Parce que souvent, dans ce côté perfectionniste, il y a un peu le rejet de l'erreur. Si je suis parfait, Mm. ce week-end, c'est sûr, je vais être bon. Et puis en fait, après, quand ça se passe mal, on fait encore plus perfectionniste parce que ça doit être encore plus bon le week-end d'après. Et ça fait justement ce petit problème-là que c'est impossible de lâcher prise au moment du match si t'es trop dans la perfection. Enfin, tu montres vraiment bien comme la complexité de notre esprit, puis Mhm. comme il y a pas de chemin clairement tracé. Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que tu disais bah, il y a une phrase assez connue qui dit il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin. Puis c'est Mhm. vraiment ce que tu dis là. Puis moi, je suis aussi curieux. Puis ici, ben là, avec Axel, on fait ça là maintenant. C'est aussi pour vraiment honnêtement aider
amener un peu plus tout cet aspect mental en Suisse, en Europe ici, comparé aux États-Unis. Ouais. Parce que pour moi, un des gars que j'entends régulièrement dans les interviews, puis là, tout dernièrement, je l'ai entendu dire ça il y a quelques jours après un match, qui dit, mais moi, ce que j'aime, c'est le process, c'est tous les jours m'entraîner, c'est ça l'important, c'est LeBron James. Enfin, il y en a Ouais. beaucoup aux États-Unis, mais c'est fou comme ce que tu racontes là, j'ai l'impression que c'est tellement présent aux États-Unis. Mhm. Puis comment tu vois la chose, toi qui es là, tu joues maintenant pro en Ligue 1 en Suisse, combien c'est présent en Suisse? Parce que moi, de ce que je vois, on a encore pas mal de chemin à faire comparé aux US, comparé à... Justement, par exemple, dernièrement, je regardais le nombre de shoots à 3 points que Curry a raté le plus dans un match. Ouais. Vous savez combien de shoots il a raté au maximum dans un match? Non? 15. Il a raté Le shoot 15 à 3 shoots à points? 3 dans un match. Ouais. T'imagines Ouais. rater 15 shoots, puis comme tu as dit, d'être OK. Mhm. Des Enfin, fois, des fois, on n'en prend même pas 15 on n'en prend même pas sur 15. 5 matchs. Deux et 3 points Ouais, compris. c'est Hein. ça. Ouais. Deux, C'est trois complètement. points compris. Des fois, on n'en prend même pas 15. Et donc voilà, donc entre ouais, où on en est en Suisse et par rapport peut-être aux US. Ben, euh, après, moi, je sais pas à quel point aux US, c'est un peu tout le monde qui a cette mentalité, etc. Mais en tout cas, ce que je sais, et ce que je perçois en Suisse et en Europe globalement, c'est qu'on est beaucoup plus dur avec l'erreur en Suisse. Tu vois, typiquement, quand tu vois le jeu Euroleague ou quand tu vois même enfin, en Liga suisse, tu as un jeune qui va rater 2 tirs. C'est des bons tirs, tu vois. S'il est ouvert, il va rater deux, c'est aller sur le banc. Enfin, il y a pas cette flexibilité aussi parce que je pense que la philosophie est différente. C'est qu'il y a un peu plus de dureté, c'est que on n'aime pas trop les échecs, on n'aime pas trop les pertes de balles, etc. Mais par contre, quand il y a des Américains qui viennent et qui mettent 30 points et qui font 8 pertes de balles, bah souvent les coachs ici, ils disent rien, tu vois, parce que bah, ça les arrange bien. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que, comment dire, c'est important que nous-mêmes, en tant que joueurs, eh ben, on soit pas aussi stressé par ça. Et je préfère rater 3 tirs et puis après aller m'asseoir sur le banc que de pas avoir osé les prendre. Et puis c'est un peu lié dans ce truc-là d'être détendu. Mais pour revenir à la Suisse, je pense que les jeunes, ils ont ça. Les jeunes, ils ont beaucoup ce truc de... Enfin, en tout cas, typiquement dans mon équipe là, eh ben, il y a deux, trois jeunes, ils ont vraiment très envie de bien faire. Et c'est aussi peut-être juste la mentalité, tu vois, qu'on a à l'école, c'est que on veut que les choses se passent bien, on est assez studieux, on est assez poli, on veut que, voilà. Et c'est quelque chose qui est bien dans la vie de tous les jours, mais qui peut poser problème au moment où tu arrives en compétition et qu'en fait, on te demande de performer. Mais performer sans avoir le droit à l'erreur, c'est tout de suite. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Si tu rates ton premier tir et que ton match est terminé, Ouais. c'est dur. Et du coup, je Ouais. pense que on a beaucoup de choses à apprendre de cette mentalité-là. Mais après, peut-être des fois aussi, les ricains, je trouve que des fois, c'est juste de l'inconscience. Genre, des fois, ben, je sais plus qui disait ça, mais genre, il y a un joueur NBA qui disait, ouais, je préfère faire 0 sur 35 que 0 sur 12 parce que ça veut dire que j'aurais perdu confiance en mon shoot et tout. Bah, tu sais, des fois, ça part un peu trop loin. Et puis, je pense que ce que j'aime bien avec la Suisse, c'est que des fois, on a les pieds sur terre, mais il faut aussi qu'on se laisse la liberté vraiment de pouvoir s'exprimer. Et je pense typiquement, bah, Axel et moi, on a un peu le même parcours parce qu'en fait, on est deux Suisses qui sont partis en France très polis, très studieux, très on fait le travail comme il faut, etc. Et puis après, bah, on faisait le travail et des fois, on n'avait pas forcément ce qu'on méritait ou bien des trucs comme ça. Puis si tu restes sur ce registre-là, ben, t'arrêtes. Parce qu'en fait, si dans ta tête, quand tu fais le travail, t'es censé avoir. Enfin, quand tu fais le travail bien, t'es censé avoir le résultat des choses et puis que ça vient jamais, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, stop. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de dépasser cette petite identité de Suisse et puis se dire, OK, mais je fais le travail, mais je vais faire des conneries, je vais faire des trucs qui sont complètement débiles. Et puis ça fait partie du processus et je continue à kiffer malgré le fait qu'il y ait des trucs, entre guillemets, négatifs, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose de négatif parce que quand tu rates, bah, tu apprends certainement plein de choses, enfin, tu vois. Donc, donc oui, c'est ça la différence, je pense, Ouais. entre les États-Unis où est-ce qu'il y a vraiment un peu cette confiance, mais des fois une confiance qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens. Et puis la Suisse, où est-ce qu'il y a ce manque de confiance, justement, alors qu'on fait souvent tout très bien, mais qu'on n'a pas cette liberté, cette marge d'erreur. Ouais. Donc je pense que c'est ça vraiment la différence, assez flagrante en tout cas. Ben, j'ai envie de revenir juste sur un truc par rapport justement à la clé, vraiment, ce que tu disais au début du lâcher prise.
Et moi, ce que j'ai remarqué à travers la méditation, c'est que même après 10 ans de pratique de méditation, si tout d'un coup j'ai une journée chargée, ma tête elle est agitée, Mhm, si je ramène mon attention à ma respiration, si je ramène mon attention là dans le moment présent, je le vois, il y a de la peur qui vient. mhm, Parce qu'on est tellement justement à croire qu'on contrôle à travers nos pensées, qu'on s'identifie à nos pensées, que du moment que je reviens dans le moment présent, je reviens à ma respiration, les pensées, elles sont lâchées. Si je suis mhm. 100% dans mon corps, les pensées, elles les lâchent. Puis ça fait peur. Moi, j'ai vraiment vu qu'il y a de la peur qui vient dans mon esprit. Puis je pense Ouais. par rapport à ce que tu disais, ben ça, c'est un des trucs à surmonter. C'est Mhm, qu'on a la théorie, puis si, ok, là, je vais lâcher prise. Boum. Et tout d'un coup, il y a cette peur-là, et on se renferme direct, et on n'ose pas aller regarder cette peur. mhm. Et donc, moi, ce que je me demandais, ben, c'était par rapport à ces émotions-là plus désagréables, plus difficiles, de peur, de doute et des choses comme ça. C'est quoi ton rapport avec elles? Toi, c'est quoi un peu de comment tu gérer, c'est peut-être pas le meilleur verbe, mais Ouais. c'est quoi ton process avec ces émotions-là? Bah, moi, tu vois, ça fait un moment que je médite, je pense que ça doit faire ouais, bien 6 ans, un truc comme ça. Et je pense que pendant les 3 premières années, quand c'était des émotions cool, eh ben, tout allait bien. Et puis quand c'était des émotions plus compliquées, eh ben, tu vois, j'essayais de me distancer un peu. Je disais, bon, on va écourter la méditation ou bien un truc comme ça. Et puis en fait, vraiment, là où il y a un peu un déclic, c'est de. Ouais, enfin, tu sais, une émotion compliquée, c'est pas grave. On peut la vivre, on va la vivre, et puis c'est tout, tu vois, on va la digérer. Il y a pas un grand problème par rapport à ça. Et en fait, dans cette pratique-là, au fur et à mesure, moi, ça m'a aidé dans ma vie quand il y a des émotions un peu plus compliquées. Typiquement, bah, récemment, j'ai perdu mon père, donc c'était vraiment, tu vois, un flot d'émotions très, très dur. Et puis, j'ai un bon ami à moi, un peu aussi dans tout ça, qui médite beaucoup, qui a une bonne approche par rapport à ça, qui me dit, fais attention à pas essayer d'esquiver toutes les émotions qui vont venir. C'est important dans ce moment de deuil de l'y vivre pleinement parce que je sais pas si ça va t'apporter quelque chose, mais en tout cas, pas que ça te hante toute ta vie, tu vois. Et justement, après, ça a fait un gros déclic dans la vie de tous les jours. C'est que, par exemple, quand je suis en match et que je ressens cette émotion de stress, enfin, pas émotion de stress, mais sentiment de stress, émotion de peur, etc., bah, c'est là. Je cherche pas à la régler, je la Ouais. vis, et puis voilà, quoi. C'est pas le truc qui fait le plus plaisir, mais à force d'accepter de vivre et d'accepter de souffrir de ça, ça dure beaucoup moins longtemps que quand on essaye d'y échapper. Et tu sais, justement, moi, un truc aussi qui, je pense, qui me questionne, c'est que si on a autant besoin de méditer, enfin, et que ça nous permet justement d'exprimer tout, enfin, de ressentir ses émotions, de les exprimer, etc., juste en restant assis, en fermant les yeux, en se concentrant sur sa respiration, c'est quand même quelque chose dans notre façon de fonctionner en tant que société qui, des fois, est un peu bizarre, tu vois. Mais justement, je pense que c'est pour ça que c'est aussi fondamental de pouvoir avoir ce genre d'activité, d'être pleinement présent à ce qu'on fait. C'est que si on reste dans le fonctionnement, entre guillemets, normal de quelqu'un, tu peux vite avoir tendance à avoir envie de faire un burn-out parce que tu as 36 000 émotions qui arrivent parce que tu les as réprimées pendant 8 ans. Donc ouais, je pense que c'est important justement de se laisser ressentir même les émotions les plus difficiles. Ouais. Mais c'est ce que je dis, je dis souvent aux jeunes que je connais et qui me posent des questions quand ils ont des difficultés comme ça. Mm. Et en fait, je leur dis, écoute, si tu as besoin de crier, crie. Alors, clairement, en tant que joueur de basket, pendant un entraînement, pendant un match, c'est pas l'endroit où il faut crier. Ouais. Mais si tu as besoin, quand tu es tout seul, de crier parce que tu es énervé ou bien tu as quelque chose, tu as besoin de crier, ça crie. Si tu as besoin de pleurer parce que tu es triste ou bien autre chose, Mhm. pleure. Euh, Si tu as besoin de parler à quelqu'un parce que tu as besoin de parler, parle à quelqu'un. Euh, En fait, comme tu as dit, c'est important de vivre l'émotion à fond parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu vis l'émotion à fond, tu l'as vécu, ça peut durer peut-être 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, peut-être Mhm. 24 heures, peut-être 2 jours. Mais une fois que c'est passé, on se sent libéré. Mhm. Versus, on a une émotion, on ne veut pas la vivre à fond, on veut l'esquiver, on veut se croire tough, dur, Ouais. et on ne vit pas l'émotion à fond. Et du coup, ça peut durer pas 5 minutes, pas 1 heure, mais ça peut durer 3 mois, ça peut durer 3 saisons, ça peut durer une carrière. Ouais. Ouais, ça peut te mettre mal. Donc Mm. vivre l'émotion qu'on a, bien sûr, encore une fois, en tant que joueur pro, on peut pas. Le langage corporel est important, donc
peut pas crier, pleurer devant tout le monde tout le temps. Ouais, ouais. Mais quand on est seul, et c'est important d'apprendre à être seul, là, on peut Mhm. vivre les émotions avec nous-mêmes. Et parler avec quelqu'un qui peut nous écouter, c'est important pour exprimer nos émotions. Ouais. Mais c'est important de le faire. C'est important de le faire si on a besoin. Faut pas avoir peur de crier, faut pas avoir peur de pleurer, faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent lorsqu'on est Mhm. seul. Et penser que parce que je pleure, parce que je suis stressé ou autre chose, c'est parce qu'on est faible. C'est Ouais. totalement faux. Mhm. Ben justement, moi ça m'intéresse de poser cette question à Jackson, c'est que quand tu as des émotions difficiles, je sais pas, t'es en colère terrible et tu peux pas vraiment exprimer ça parce que t'es au travail, par exemple. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour bien, enfin, un peu bien process cette émotion? Est-ce que, genre, je sais pas, genre, vraiment, tu t'es énervé un collègue et puis ça te ronge depuis midi? Est-ce que tu vas t'asseoir et tu vas méditer pour essayer de faire ça? Ou alors, justement, ben, tu laisses un peu les choses venir? Je sais pas trop comment tu fais. Bah, le process, en fait, ce que je vais dire, c'est vraiment simple. Mhm. Mais moi, ça fait 14 ans que je le pratique. Ça a franchement transformé ma vie. Et ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement. Mais moi, c'est un chiffre dans l'attention. C'est Mhm. qu'en fait, toute la clé, c'est que les pensées que tu as, je sais pas, bah, un collègue au boulot, c'est Ouais. qu'après, tu vas ruminer de pourquoi il t'a saoulé, qu'est-ce que devrais lui dire. Puis en fait, chacune des pensées va venir alimenter l'émotion. Mhm. La graine de colère qui est là, qui s'est manifestée dans ton esprit, chaque pensée va venir la raviver. C'est comme, en Ouais. fait, tu rajoutes sur le feu, en fait. Et ça devient de plus en plus violent. Et le shift, donc en effet, si tu peux pas gueuler, si tu peux très bien la vivre, la transformer, puis la laisser faire son chemin. C'est important ton attention dans les sensations physiques. Mhm. Et moi, mais tous les jours, tous les jours. Et puis, je suis passé par des méga colères, de la tristesse, du désespoir, enfin, toutes ces émotions-là. Bah, maintenant, c'est ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et je reviens vraiment porter mon attention à qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Mhm. Et c'est être avec. C'est être avec l'émotion dans la sensation physique. Et de nouveau, ça paraît simple, mais en fait, sans remarquer, après peut-être une demi-seconde, on repart dans des pensées. On repart dans le Mhm. mental. Ouais. Et c'est vraiment de rester. C'est de rester. Et quand tu fais ça, pour moi, maintenant, c'est très, très clair. Ça va pas l'alimenter. Un, ça va pas l'alimenter. Et puis, je sais plus, j'avais entendu une neuroscientifique dire qu'une émotion, en général, dure 90 secondes, Mhm. quelle que soit l'émotion. C'est qu'après, on l'alimente. Ça Ouais. peut être extérieur, mais ça peut être nos propres pensées. Donc, c'est être avec dans les sensations physiques du corps. Et, euh, et puis là, ça fait son chemin. Puis la deuxième chose, c'est que là, c'est aussi tout ce que tu disais avant. C'est qu'en faisant ça, c'est ça aussi qui va libérer l'intelligence. Moi, je dis l'intelligence corporelle. Mhm. C'est que peut-être tout d'un coup, il y aura un shift de comment tu vas voir la situation. Parce que beaucoup Ouais. aussi, c'est ça. Si je prends le collègue qui t'a saoulé, il y a plein de manières de voir la situation. Puis oui, il y a peut-être une chose qu'il a fait qui était chiant, mais après, peut-être si tu comprends sa vie, si tu comprends un truc qui s'est passé ce matin, si tu comprends Ouais, toi, ouais. ton propre état, bah ça va aussi changer. Puis ça peut Mhm. transformer l'émotion. Donc il y a vraiment les deux choses. Puis c'est ce qu'on appelle un peu les deux ailes de la méditation. C'est un, l'arrêt, être avec. Puis après deux, mais ça vient un peu naturellement, c'est de voir les choses un peu en profondeur, échanger un peu le regard que tu as sur les choses. Mais Ouais. donc tu peux vraiment, c'est sentir dans le corps. Mhm. Ouais, Ouais, d'ailleurs, ça me fait marrer parce que, tu sais, ben, du coup, souvent, quand il y a des trucs un peu lourds ou quoi et que je médite, ben, après, je vais parler à ma femme et puis j'ai toujours des grandes révélations, tu vois, genre des grandes compréhensions. Puis elle me dit, ah, arrête, tu me saoules avec tes histoires là et tout. Mais en fait, moi, je suis trop content parce que j'ai un peu trouvé la réponse sans la Mhm. chercher. C'est Parce ça. que justement, comme tu dis, c'est ce processus-là. Mais oui. Donc, et Axel, tu voulais dire quoi? non, c'était pour le fait que c'est vrai que lorsqu'on est joueur et qu'on a une émotion forte, alors je disais que sur le terrain, c'est pas le moment de crier et de pleurer, mais c'est vrai que du coup, il y a des moyens, parce que des fois, on a des émotions qui sont tellement fortes, on n'a peut-être pas le choix de crier et de pleurer, mais on peut pas le faire. Et comment on peut faire, du coup, pour gérer ça? Et là, ça rejoint exactement ce que Jackson a dit, c'est de Mhm. revenir dans le corps. Et en fait, avec l'entraînement, et c'est ce que j'ai compris, moi, de mon expérience, avec l'entraînement, on arrive plus facilement à revenir dans l'attention, à revenir dans le moment présent, à revenir dans le corps, même s'il y a des gens autour de nous, même s'il y a 5000 personnes qui nous regardent pendant un match, Mhm. même si, voilà, peu importe l'environnement extérieur, avec l'entraînement de la méditation, on arrive à revenir plus facilement dans le corps, peu importe les émotions qu'on a. Mais ça vient Mhm. pas du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est vraiment un entraînement quotidien
Et c'est ça pour moi le pouvoir de la méditation. Et Mhm. comme il a dit Jackson, c'est l'acceptation et après la vision profonde. Donc, Et c'était puis, juste. c'est, ouais, merci. Trop. Et puis, c'est là pour moi où tu développes la vraie confiance et la vraie solidité mentale. C'est quand tu fais ça. Moi, vraiment, toutes ces émotions-là, je les ai traversées. Puis il y en aura d'autres. Mais je sais que je peux être avec. Et du coup, tu as la confiance que tu peux les traverser. Tu as la confiance Ouais. que tu peux être avec l'émotion et que tu peux la traverser. Puis que voilà, puis on le sait, puis il y a toute la beauté et tout l'amour, elle est là. Puis ça se manifeste pas tous les jours, pas tout le temps. Mais si tu peux traverser, après, à un moment donné, ça revient. Donc voilà, mais c'est là la force mentale. C'est de Ouais. savoir que tu peux être avec l'émotion. C'est pas de ne pas en avoir. Mais c'est ça qui est super marrant, c'est que quand tu penses à quelqu'un qui est fort mentalement, etc., tu te dis pas du tout ça, tu vois. Ouais, Et puis après, bah, du coup, au début du process, bah, tu comprends complètement différemment. Après, tu avances un peu et puis tu comprends qu'en fait, si tu es fort mentalement, c'est juste que tu peux traverser tout ça sans que ce soit trop quelque chose d'insurmontable. ouais, Et c'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus sain. C'est beaucoup moins ce truc de ouais, je suis un super combattant, tu vois. Enfin, tu vois. Donc, je trouve ça, clair. non, je trouve ça super. Ça me fait penser ça me fait penser à un truc, j'ai envie de vous proposer. Axel, je sais plus si on en a déjà parlé ou pas, mais et Johan, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais déjà, mais à vous d'essayer. Puis aux gens qui nous écoutent, je sais que moi, les athlètes que je coach, je leur propose ça. Et, et c'est un truc de fou. Pour aller dans la direction de être avec ce qui est désagréable, là, on parlait Mm. des émotions, mais en fait, on peut faire un bon entraînement, puis c'est exactement la même chose, c'est avec les douleurs physiques. Donc, quand tu es dans ton entraînement physique, je sais pas si je prends de la musculation, tu fais du bench, et là aussi, le mental, en fait, a un impact énorme. Si, disons, tu veux faire une série de 10, t'as mis un poids assez lourd. Quand tu arrives à 8, 9, Mm. le blabla mental, il commence. Ouais. Et il y a des petites phrases, ah, j'en peux plus, ah non, là, c'est trop, ou il y a une peur, il y a quelque chose. Et là, moi, je vous invite à essayer de faire exactement la même chose. C'est va porter toute ton attention là où ça fait mal. Donc, je sais pas si je prends Mm. les pecs, tu vas porter toute ton attention là dans les muscles qui ont mal. Et probablement que tu vas voir, en fait, du coup, le corps, il va te dire autre chose. Le corps, il va dire non, mais tu peux en faire encore une. Et ça, je le vois. Moi, alors, je m'entraîne beaucoup, beaucoup moins de vous, mais j'essaie encore de Mm. m'entraîner un peu. Et je le vois tous les jours. Et puis, je l'oublie. Puis des fois, je suis là, puis je suis là, ah, mais j'aurais pu faire encore une rep. Et probablement que il y a une petite pensée qui a traversé mon esprit, ah, j'en peux plus. Mhm. Donc voilà, donc moi, je vous invite à, je sais pas si ben, vous avez essayé ça, mais en tout cas, d'essayer. Et puis, peut-être dernier truc aussi, c'est que des fois, ben, un athlète, une fois, il m'a dit, ah ouais, mais ça me fait comprendre si c'est une douleur qui est dangereuse ou pas. Parce qu'en effet, je Mm. sais pas, tu fais un squat, tu fais n'importe quoi, ben, tout d'un coup, ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais pour le genou. Enfin, il y a des récroses et plein d'histoires de gars qui sont peut-être revenus trop vite, allés trop loin. Et donc voilà. Mais donc, quand tu portes ton attention dans la douleur physique, en général, le corps, il va dire souvent, ah non, mais en fait, je peux aller un peu plus loin. Enfin, je sais pas Ouais. si c'est quelque chose que tu as déjà essayé. Ouais, mais tu sais, justement, en gros, bah, c'est un sujet dont on a parlé avec mon psychologue du sport, justement, et il m'a dit de traiter la fatigue, donc là, en l'occurrence fatigue musculaire, comme je dois traiter l'anxiété. Tu vois, c'est qu'en gros, C'est ça, c'est une c'est ça, distraction c'est ça. et j'ai pas besoin de la régler. En fait, voilà, c'est que tant que mon corps il peut le faire, eh ben, je vais le faire, tu vois. Mais j'ai pas besoin de me dire, ah ouais, non, je suis fatigué, faut que je trouve une solution, etc. C'est comme l'anxiété d'avant-match. Oh mon Dieu, C'est j'ai ça. raté mon premier tir. Ok, voilà, c'est tout. Genre, ça s'arrête là. Et du coup, tu continues à faire tes trucs, dépasser ses limites. En fait, le corps, il a ses limites. C'est que t'as beau faire la huitième répétition au bench press, si tu peux plus la pousser, tu peux plus la pousser. Mais par contre, ben, le mental, il a des limites justement qui sont. Enfin, on sait pas à quel point il nous limite. Et si tu arrives justement à faire abstraction du fait qu'il te dit ah, attention, tu vas être fatigué pour le match de demain, faut pas faire encore cette répétition, et que tu es juste concentré sur ce que tu es en train de faire, et ben en fait, ta limite, la vraie limite, tu vas l'atteindre, je pense. T'as probablement déjà entendu parler de George Mumford. Ouais. C'est le gars qui a amené la méditation et la mindfulness aux Bulls et à Jordan dans les années 90, puis après aux Lakers, et puis c'est vraiment le pionnier aux États-Unis. Puis là, lui, il a une phrase que j'aime bien, c'est No struggle, no swag. C'est qu'en gros, ben, c'est dans la difficulté que tu développes ton swag, mais aussi ta sagesse et tout ça. Mhm. Et donc voilà, je me demandais si toi, dans ta carrière, dans ton chemin, dans le basket, est-ce que tu peux témoigner de ça, attester de ça? Est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont semblé négatifs et durs, puis qu'en Ouais. fait, avec le recul, tu vois que non, ça c'était extraordinaire. C'était un moment d'apprentissage, c'était un moment de progression.
Bah, moi, enfin, il y a plusieurs moments, tu vois. Au début de ma carrière, j'ai eu un accident de voiture, je me suis fait renverser par une voiture, du coup, j'ai été out pendant un moment. Au moment où est-ce que j'allais intégrer l'équipe de France et tout, enfin, des trucs comme ça, du coup, à chaque fois, je suis là, putain, fait chier. Ensuite, j'arrive en équipe de France U20, j'ai remonté la pente enfin, et puis il y a, enfin, il y a une espèce de truc bizarre qui fait qu'en fait, parce que moi, à la base, je suis franco-suisse, et j'arrive à aller avec l'équipe de France U20. En fait, la FIBA me considère comme un Suisse, du coup, je suis éjecté de l'équipe de France. Et puis, plein de trucs comme ça où je suis là, mais purée, le ciel m'en veut. Enfin, tu sais, genre, je suis maudit ou des trucs comme ça. Et ce qui m'arrive aussi souvent, c'est que pendant la saison, c'est assez intense, c'est assez machin. J'ai de la peine à prendre du recul des fois. Et puis, ça me paraît dur. La saison, elle me paraît pourrie. Et puis après, j'arrive pendant les vacances et je dis, waouh, la saison, elle était trop cool, tu sais. Et, et du coup, en fait, c'est vraiment une question de perception. Et je pense que au-delà de ce qu'on fait concrètement, c'est vraiment la façon dont on voit notre carrière, la façon dont on voit comment tout fonctionne. Parce qu'en fait, oui, dans le basket, il y a des trucs super cool, il y a des trucs super chiants. Et vraiment, c'est comment on perçoit. Il y a des gens, ils disent, ouais, mais ça fait chier, je gagne 5000 balles et on s'entraîne beaucoup et tout. Puis en fait, ben, dans l'autre point de vue, tu peux dire, ouais, ben, tu gagnes 5000 francs pour jouer à la balle, tu vois. Donc, tu sais, je trouve que c'est important de justement soigner cet esprit, soigner comment notre mental il interagit et à quel point nous on est bien dans notre peau pour pouvoir avoir une vision claire des choses, pas non plus trop parfaite et puis idéalisée, mais voir quelle est la réalité sans avoir de lunettes de négativité parce que je suis fatigué et stressé par la saison, et puis sans non plus idéaliser quelque chose qui n'est pas parfait, mais juste pouvoir voir ce qui est la réalité, embrasser tout ce qui est embrassé. Si j'arrête de fuir toutes les situations un peu compliquées, un peu stressantes, etc., ben aussi, ça va m'apporter beaucoup de clarté sur à quel point c'était difficile ou pas. Parce qu'en fait, si le seul truc que j'ai à traverser, c'est 90 secondes d'émotions difficiles, c'est pas pareil que 3 mois d'une saison que j'essaie de fuir, tu vois. Donc si nous, on est bien, si nous, on est équilibré dans nos têtes, dans notre corps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui soit si terrible que ça, tu vois. J'ai eu justement, comme je disais, l'accident de voiture, j'ai eu des, des gens qui m'ont dit non, après d'autres qui m'ont dit oui, etc. Et puis en fait, il y a des choses dures, il y a des choses moins dures, des choses super cool. À nous d'embrasser la totalité. Et puis c'est une carrière, elle va pas durer indéfiniment. Donc c'est pour ça aussi que moi personnellement, j'essaie d'en profiter pleinement. Mais ouais, non, arrêtez de dramatiser. Et souvent dramatiser parce que notre perception est faussée, parce qu'on est un peu dans un état de stress, un état de manque de clarté, parce qu'on est trop dans notre tête. Donc ouais, je dirais ça plutôt. Ben, c'est clair, c'est clairement une question de perspective, en fait. C'est ça, c'est une question de, c'est ça, pour moi, l'athlète de haut niveau, le basketteur, il doit vraiment avoir une perspective. Ça, sa perspective va déterminer pas mal de choses pour sa carrière. Mhm. Comment il voit, comment il interprète les choses. Ouais, On n'a pas le choix parce que c'est un jeu d'équipe. Donc, on est entouré de d'autres équipiers. Il y a un coach, il y a un staff, il y a des fans, il y a des enjeux. Et ta perspective des choses va vraiment déterminer comment ça va se passer. Genre, ouais, tu vis une situation difficile, le coach te fait pas jouer, tu t'entends pas avec tes coéquipiers ou peu importe, je sais pas. Euh, comment tu vois la situation? Est-ce que tu vois ça en tant que victime ou mhm. tu vois ça comme motivation et c'est vraiment une question de perspective. C'est ça qui va déterminer pas mal de choses sur le quotidien. Mais moi, j'ai une question, Johan, c'est qu'est-ce que les gens imaginent de la vie d'un joueur pro et qui n'est pas la réalité ou dont on se rend pas compte? Et ça me fait penser à ça, du coup. Bah, je veux juste intervenir sur le truc que tu as dit avant, d'abord, c'est que typiquement, cette perspective qu'on a de ce qui se passe, elle est terriblement influencée par le fait enfin, par comment on fonctionne. Et typiquement, travailler avec Jackson, c'est quelque chose qui est important parce que ça va nous permettre à nous de voir les choses plus clairement. Parce que des fois, ben, la perspective, c'est pas qu'on veut à tout prix être drama, c'est pas que on veut que ça voir les choses mal, etc. Mais c'est juste qu'en fait, quand on a la sensation d'être en danger, parce qu'on est constamment dans notre tête, qu'on est complètement déconnecté de notre corps, enfin, qu'on se sent pas bien, ben voilà, le résultat, c'est que la perspective est pas bonne. Et c'est pour ça que je pense, ben, typiquement, Jackson, si tu accompagnes, enfin, les sportifs que tu accompagnes, ou bien en général, se faire accompagner, ou bien en général,
trouver une façon de bien fonctionner, d'avoir un système qui fait qu'on se sente pas forcément tout le temps en danger et qu'on n'est pas tout le temps sous pression. Parce que ça nous permet de voir les choses comme si on était en vacances en Espagne, tu vois. C'est qu'en fait, tu as un recul et tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est souvent dur. Mais du coup, Mm. ouais, quelles sont les perceptions des gens qui sont fausses sur la carrière des sportifs? Bon, en fait, je pense déjà que le premier truc, c'est que tu vois, typiquement, là, il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Et puis, j'ai toujours, je sais pas, des gens, des potes ou alors un oncle ou un truc comme ça qui croient qu'ils savent comment ça fonctionne, qui croient qu'ils savent ce qu'on fait, tu vois. Ils croient qu'ils savent à quel point c'est dur de faire ci, à quel point c'est dur de faire ça, pourquoi t'as raté un lancer franc, les lancers francs, vous travaillez tous les jours, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et puis en fait, ils ont jamais expérimenté ce genre de choses. Du coup, je peux même pas leur expliquer en quoi ils ont tort, tu vois. Parce ils ont même pas la notion de ce que c'est de, je sais pas, d'aller tirer un lancer franc que tu as travaillé toute la semaine parce que un lancer franc, c'est censé être un panier facile et puis il y a plein de gens qui te regardent et puis du coup, bah, si tu es stressé et puis que machin, bah, ça va arriver que tu vas en rater. Donc en fait, c'est dur de dire les perceptions, enfin de dire qu'est-ce qui est mal perçu dans le jeu. Donc je peux plus m'attarder sur ce qui est mal perçu dans la vie. Mais ouais, je pense que les gens, ils se rendent pas compte souvent à quel point ça peut être émotionnellement impactant, à quel point ça peut être stressant. Et puis qu'ils ont un peu une vision de, ouais, c'est des gens qui gagnent un peu d'argent pour jouer à un jeu. Et en plus, il y a des gens qui les acclament pour ça. Ça va, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, nous, enfin, personnellement, je joue pas pour l'argent ou les acclamations, mais c'est plus un chemin de vie dans lequel je prends beaucoup de plaisir, mais aussi où est-ce qu'il y a énormément d'adversité. Donc voilà, je pense faut être assez bienveillant souvent avec les gens qui font ça, parce qu'en fait, enfin, qui sont sportifs de haut niveau en général, à part ceux qui sont incroyablement insupportables, mais la plupart des sportifs de haut niveau, c'est simplement des gens qui essayent de faire de leur mieux dans quelque chose et qui ont un résultat qui est bon, mauvais, machin, et que du coup, en fait, au lieu de commencer à les juger, les critiquer, dire t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, alors qu'en fait, t'as jamais été dans leur situation, plus essayer de se dire, ben écoute, bravo de persévérer dans cette voie-là, et puis si moi, il y a un enseignement, une sagesse que je peux t'apporter, eh ben, ce sera avec plaisir. Mais il y a souvent un peu une défiance, tu vois, parce que enfin, moi, par exemple, quand je suis dans des groupes avec des potes, eh ben, il y a souvent deux types de personnes. Tu as les gens qui sont trop admiratives, qui se disent c'est incroyable, t'es professionnel de basket, ben, c'est fou et tout. Et puis du coup, ils sont trop fans de moi parce que je suis basketteur. Et puis enfin, c'est sympa, mais c'est pas forcément non plus réel. Je fais plein de trucs qui sont complètement débiles aussi, tu vois. Et puis, à l'inverse, il y a ceux qui sont trop en défiance parce qu'ils disent ouais, mais bon, t'aurais pu aller en NBA, hein. Genre, enfin, tu sais, il y a 350 personnes sur Terre qui sont en NBA, et puis genre lui il parle comme si c'était, comme si j'étais une merde parce que j'y étais pas. Et tu vois, enfin, tu sais, il y a un peu vraiment, comme on a un métier un peu, enfin, qui est relativement rare, où les gens n'ont pas forcément accès, à part s'ils sont allés en centre de formation. Et ben, il y a il y a tellement de fausses idées que je peux même pas te parler de toutes. Mais en tout cas, justement, simplement se dire que la plupart du temps, les sportifs de haut niveau comme toi et moi, eh ben, c'est juste des personnes qui font de leur mieux pour continuer à se développer dans leur domaine. Et que même souvent, quand il y en a qui en font un peu trop, c'est que ils ont peut-être pas assez confiance en eux, peut-être qu'ils ont des choses à prouver à d'autres, mais que globalement, la plupart du temps, ça part juste d'une intention de se dépasser soi-même. Et que c'est pour ça qu'il faut être bienveillant avec. Enfin, moi personnellement, dès que je vois des jeunes, même s'ils se la racontent ou bien si machin, s'ils ont des comportements avec lesquels je suis pas forcément en adéquation, c'est toujours d'être relativement bienveillant et si je peux les aider, je les aide. Parce que je sais qu'en fait, c'est une situation qui est jamais évidente, qui a plein de côtés positifs, mais qui est toujours pleine enfin, de difficultés et d'adversité. Donc ouais, c'est ça, je pense ça qu'il faut un peu changer comme perception, c'est que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. On n'arrive pas au haut niveau en se disant bon, c'est bon, je suis grand, voilà, c'est bon, je vais y arriver. Non, c'est des gens qui se dépassent, qui essayent de se dépasser tous les jours, qui essayent de faire de leur mieux tous les jours. Et c'est pour ça que il y a un certain respect et aussi juste être content pour les gens qui réussissent, tu vois, plus que de critiquer ceux qui le font pas. Parmi ceux qui nous écoutent, il y aura pas mal de jeunes Ouais, sportifs.
surtout des basketteurs. Et du coup, ben, eux, ils sont pas encore pros. Ils sont en quête de devenir pros, mais ils sont pas encore. Et je pense qu'ils peuvent ressentir la même chose. Ils peuvent avoir le même type de critique, entre guillemets, des personnes qui les comprennent pas, qui disent, mais pourquoi tu t'entraînes autant? Ouais, Tu vas pas réussir. Il y a seulement 400 joueurs en NBA. Pourquoi tu vises la NBA? Il y a seulement tant de joueurs en Euroleague. Pourquoi tu vises ça? C'est impossible. ouais. Bien profite, fais autre chose. Et du coup, bah, peut-être, voilà, c'est ça, leur faire comprendre à ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. T'es pas obligé d'aller prouver et te justifier à tout le monde. Si tu vises loin et tu vises haut, tu vas être incompris. Hmm. Les gens vont pas te comprendre. Et souvent, et même quasiment tout le temps, c'est lorsqu'on te comprend pas, c'est-à-dire que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui t'es sur le bon chemin, en tout cas. Ouais. Lorsque les gens te comprennent pas, qui te disent que t'es un peu fou, bah, c'est certainement que tu es sur le bon chemin. C'est que tu vises, Mhm. c'est là où tu dois être, dans une Bah, certaine mesure. je pense que c'est lié à ce que Jackson disait, c'est qu'en fait, c'est même lié à la méditation, en fait. C'est que s'écouter soi-même, enfin, prendre le temps de taire un peu toutes les distractions extérieures pour pouvoir voir quelle est la direction que moi j'ai envie de prendre. C'est ça qui est important. Et les gens qui vont dire, mais pourquoi tu vis ça, pourquoi tu vis ça, etc. En fait, c'est des distractions. C'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est des distractions. La seule chose qui compte réellement, c'est est-ce que je suis capable de taire les distractions pour écouter ce que moi je veux faire. Et puis en fait, le problème, c'est que souvent, il y a des problèmes de crainte que ça se passe mal, il y a des craintes, de trucs. On peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que en tant que sportif, notre chance, c'est qu'on a le droit de rêver et on a le droit de poursuivre ce que nous, on a envie de faire. Et du coup, si on commence à être freiné par notre propre mental, par les commentaires qu'on a entendus, par les distractions de l'extérieur, par les gens qui veulent qu'on reste à notre place, etc., bah, c'est impossible d'exprimer son identité. Et pour moi, le plus important sur un terrain et même en dehors, c'est de travailler, de créer son propre chef-d'œuvre, mais surtout ensuite de pouvoir l'exprimer. Et que si on ne peut pas l'exprimer parce qu'il y a plein de gens ou il y a plein de pensées qu'on nous a mis dans la tête qui nous disent non, arrête, reste à ta place, bah, c'est un gros gâchis, tu vois. Et puis ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans le travail, qui ont fait les trucs nécessaires, qui ont des qualités nécessaires. Mais en fait, au moment de l'exprimer, il y a beaucoup trop de freins. Du coup, le potentiel, on l'a jamais vu et on le verra certainement jamais. Et moi, c'est ça que je trouve dommage et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, je pense. C'est de pouvoir exprimer qui on est réellement sans frein. Et il y a tellement de freins qu'on peut trouver, et même nous, on se met des freins, que c'est toujours très compliqué. Il faut pas s'en vouloir si on a été freiné par quoi que ce soit. Mais il faut se dire aussi que, en fait, la seule quête qui compte, c'est pouvoir exprimer le chef-d'œuvre qu'on a construit sans trop se prendre la tête. Ouais. Moi, il y a encore une chose que je voulais te demander, si on revient par rapport à l'entraînement mental, Ouais. c'est que pour moi, il y a deux axes. Vraiment, c'est ben, prendre soin de ce qui est difficile, des freins, des émotions difficiles. Mais après, il y a vraiment aussi cultiver la joie, cultiver ce qui nous nourrit. Enfin, tu as parlé d'amour inconditionnel. Mais Mhm. je sais que j'avais vu que Steve Kerr, quand il a repris avec les Warriors, il avait quatre valeurs fondamentales. Puis la première, c'était de la joie. Puis tous Mhm. les jours, les Warriors devaient cultiver de la joie. Puis du coup, je me demandais, ben, toi, là, aujourd'hui, à 28 ans, Ouais. c'est quoi encore tes sources de joie? Qu'est-ce qui te nourrit dans le basket? Bah écoute, moi juste, en vrai, même tu vois, tu m'as dit que tu m'avais vu sur le playground à Morges avec mes potes. Moi, je joue avec mes potes, je suis content. Et en fait, c'est depuis tout petit, j'aime jouer enfin, au ballon, je joue au volley, je joue au foot, je joue au tennis, je joue au basket. J'aime beaucoup jouer. Et en fait, eh ben, pendant toutes mes années au début, enfin, comment dire, mes années de centre de formation, premières années pro, j'ai fait face à beaucoup de freins. Du coup, c'est pour ça que personnellement, c'est plus la question des freins qu'il faut que j'arrive à gérer. Tandis que la question des émotions positives, je suis sur un terrain de basket, je joue, je suis content, tu vois. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est difficile pour moi enfin, de cultiver cette joie, de cultiver cette passion, etc. C'est assez naturel. Donc, je suis pas, peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Ah, cool, non, très bien, merci. Mais après, oui, il y a aussi ce truc dont je parlais un peu, c'est l'histoire du chef-d'œuvre, un peu, tu sais. Ouais, J'aime bien.
regarder des vidéos de joueurs pour me dire, ouais, je vais pouvoir avoir ce move après et tout. Comme si je jouais à un jeu vidéo, en fait. Et puis, enfin, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Et puis, continuer à avancer sur ce qui me fait kiffer et puis ralentir les trucs un peu qui me font chier. Donc voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport à l'analogie avec le jeu vidéo. Mhm, Moi, c'est comme ça aujourd'hui, à 29 ans, que je prends toute mon aventure avec le basket. C'est que quand tu reviens à l'essentiel, c'est-à-dire le jeu, et ben en fait, c'est ça qui amène vraiment la joie. Et si on se considère comme dans un jeu vidéo, comme tu viens de dire, et qu'on est notre propre joueur, comme dans Touquet, et qu'on est en train de mhm. développer notre propre joueur, nos qualités, Ouais, on fait ça au quotidien, et que du coup après on va s'exprimer sur le terrain, bah tout ça c'est amusant en fait. C'est ce que c'est tu es ça. en train de jouer dans la vraie vie pour un sport, tu es en train de te développer pour toi, pour après aller jouer sur le terrain, et ça tout ça c'est amusant. Pour moi, la joie, comment je cultive la joie dans le basket, c'est de me rappeler au quotidien que le process c'est tout ce qu'on a, c'est Mhm, tout ce qu'on a le process. Alors oui, le résultat, la victoire ou le titre ou le contrat, ça en fait partie, mais c'est 99% du temps, on est dans le process. On va mhm, gagner un match, ok, super, ça va durer 40 minutes, on a gagné, après c'est terminé. On va gagner un titre, on va jouer la finale, on va gagner, ok, c'est mhm. terminé. On va signer un contrat, ok, on a signé le contrat, après c'est terminé, mais le process de tous les jours, c'est tout le temps. Ouais. Tu vois, c'est tout le temps, c'est 99% du temps. En fait. Et me rappeler que c'est ça, pour moi, c'est ça qui m'amène de la joie. C'est de me dire, en fait, là, je me lève et je vais pouvoir travailler sur moi Mhm. pour après, pour après m'exprimer sur le terrain. Et Ouais. pour moi, c'est ça l'essence, ça qui me donne de la joie Mhm. dans le Ouais, basket. et justement, tu sais, enfin, j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, l'histoire de tu joues le match et puis après, tu as une émotion positive parce que tu as gagné, ou alors tu as une émotion négative parce que tu as perdu. En fait, comme il a dit avant, c'est que ça dure 90 secondes et puis après, ben, enfin voilà, ton émotion, elle était process, elle était cool ou elle était moins cool, mais faut pas avoir peur de les vivre. Et puis en fait, si tu commences à psychoter parce que tu te dis, bon, dans 6 mois, il faut que j'ai mon contrat, etc., machin truc, et puis que ça oriente toute ta vie, et puis qu'après, tous les 6 mois, tu te sens en danger et que toutes les émotions, elles sont contrôlées, elles sont figées, c'est là qu'il y a un problème. Tandis que quand genre, tu vas t'entraîner, bah, tu kiffes ton entraînement, tu vas jouer ton match, tu kiffes ton match, tu rates le panier de la gagne, ça te fait chier, et puis voilà, ça te saoule. Bah voilà, ça te saoule. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est pas beaucoup plus loin que ça. Et on a tendance à trop commencer à ériger des montagnes sur des trucs, alors qu'en fait, bah voilà, c'est juste ça. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important de replacer ça au moment présent. Et c'est pour ça que l'histoire de la méditation, je trouve que c'est si central. C'est que réussir à vivre tout ce qu'on a à vivre, pas avoir peur de souffrir, et puis embrasser complètement les choses cool, ben, c'est toute l'essence même de l'aventure d'une carrière de basketteur ou bien une carrière de sportif de haut niveau, je pense. Mais si, Johan, tu pourrais donner un seul conseil, ou bien s'il y avait un seul message que tu voudrais transmettre chez les jeunes qui rêvent de jouer au plus haut niveau Mhm. dans le basket, ça serait quoi? Bah, moi, je pense que ouais, ce serait lié à cette histoire d'amour inconditionnel, que en fait, à partir du moment où enfin, comment je me sens, enfin, ouais, comment je me vois et qui je suis n'est absolument pas dicté par ce qui se passe en compétition. En fait, quand je suis en compétition, je peux m'exprimer pleinement et là, du coup, je vais pouvoir être bon, tu vois. Et en fait, je ne peux pas être bon si euh, je me sens en danger par rapport au résultat. Ou alors, si je suis bon, c'est un hasard ou c'est de la chance parce que j'ai mis mes 3 premiers tirs et puis que tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir bien. Mais en fait, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que d'abord, je suis qui je suis, j'assume mon identité et puis il n'y a pas de problème. Et ensuite, je suis complètement libéré pour exprimer toutes mes qualités. Et puis, enfin, il va y avoir des déchets, il va y avoir des trucs. Personne n'est parfait. Si vous étiez parfait, vous seriez certainement le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. C'est pas le cas. Donc, simplement, accepter qui on est, arrêter d'essayer de tout contrôler, juste exprimer notre identité parce que on est OK avec qui on est et qu'il y a un amour inconditionnel. Je dis pas,
s'adorer, avoir des posters de soi chez soi, mais juste être complètement cool avec qui on est et s'accepter pleinement. Je sais pas, moi justement c'est ça que je voulais te demander, après 14 ans là-dedans, est-ce que tu as l'impression un peu que genre t'as un plan très clair, t'as tout compris et puis t'as juste un peu à faire ci, ça pour que toi dans ta vie tu te sentes bien? Ou bien c'est toujours en évolution et puis toi tu continues à, même pour ta vie à toi, à devoir faire des choses nouvelles assez souvent, tu vois? Bah, ce que j'aime bien dire, c'est que bah, ma base, c'est vraiment la méditation. Mais après, bah, Ouais. je réponds un peu plus en détail, mais genre la pratique de la méditation, c'est pas si compliqué. Ce qui est Mhm. compliqué, c'est notre esprit. Ouais, ouais, Et puis, ça veut dire que, bah oui, j'ai l'impression que le chemin, je le vois, mais maintenant, c'est tous les jours. Et puis, mais tu l'as parfaitement dit, hein, c'est continuer de lâcher. Mais justement, il y a pas une clé, il y a jamais un moment où tu arrives à quelque part. Et ouais, ouais. j'aime bien voir la méditation comme devenir l'ingénieur de ton propre esprit ou le jardinier de ton propre esprit. C'est qu'est-ce que tu veux cultiver, puis tu dois le cultiver tous les jours. Ouais, Puis, ouais, par exemple, donc moi, le process, en gros, c'est de le faire tout le temps, toute la journée. Là maintenant, je sens, ouais. il y a un peu de gêne. Putain, c'est quoi la prochaine question? Tu vois, il y a un peu des picotements dans mon ventre, puis en même temps, il y a de la joie, puis en même temps, puis après, mais c'est continuel, pas m'attacher à ça, Mhm. revenir dans le moment présent, revenir dans mon corps, et puis faire confiance à l'intelligence qui est là, mais aucune idée de ce qui va se passer cet après-midi, demain dans ma Ouais, vie. ouais. Et puis, non, mais c'est Mhm. ça, c'est qu'en fait, alors, il y a aucun moment où tu tombes sur, on veut toujours, notre cerveau, il veut de la stabilité, il veut être rassuré. Ouais. Mais en vrai, non, c'est continuellement lâcher. Puis c'est vraiment trouver cette liberté mentale et cette stabilité Mhm. dans l'imprévisibilité de la vie. Ouais, ouais. Mais c'est un Mais, travail permanent, hein. mais c'est justement, c'est ça que je me demandais, parce que moi, ça fait, je pense, 2 ans un peu que je vis mieux par rapport à ça. Mais je remarque que si, enfin, souvent, ce qui arrive, c'est quand je fais un très bon match, le jour d'après, je lâche un peu cette discipline. Je suis beaucoup sur mon téléphone. Il y a un Mhm, brouillard mental qui commence à monter. Et puis mhm. après, bah, genre, je suis pas très bien toute la semaine. Et je fais mes trucs, mais un peu dans le contrôle parce qu'il faut que je performe, parce que j'ai fait un bon match la semaine d'avant. Et beaucoup moins dans cette histoire de lâcher prise et de faire confiance à mon intelligence, un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais intelligence intérieure. Ouais. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que, par exemple, dans 10 ans, je serai vraiment, enfin, connecté tout le temps à cette intelligence intérieure ou bien toujours un peu parasité par deux, trois trucs? Mais du coup, tu réponds à ma question, c'est que ça passe par une pratique quotidienne, ça passe par le fait de prendre soin de son jardin pour que enfin, tous puissent s'exprimer dans la juste façon. Mais c'est hyper intéressant, du coup, c'est une quête de vie, quoi. So often in life, we get so caught up in metrics that don't even work. You're being judged by your GPA, your SAT score, how many points you score, how much money you make, what your title is, and none of that can capture your potency. None of that can capture who you are. And you gotta be brave enough to judge yourself on your potency. You with me on that? There's no numbers that can count that. You are not your SATs, you are not your GPA. You are not the money you make, the points you score, the goals you've kicked, none of that. You are a presence. You are a presence. And if you're gonna judge yourself on how potent you are in the present moment, on how you show up each moment in every situation you're in.